Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, je suis allée voir Nosferatu et j'ai trouvé ce film absolument splendide. C'est devenu un de mes films préférés, tout particulièrement dans les genres occultes et ésotériques. Donc j'ai eu envie de partager avec vous quelques pistes de lecture de cette nouvelle adaptation par le réalisateur Robert Eggers, que vous connaissez peut-être à travers un film qui est sorti il y a probablement 3 ou 4 ans, je pense, le film Witch, qui avait attiré mon attention à l'époque et qui, selon moi, apporte une perspective très intéressante et très différente de la sorcière. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familières, Nosferatu est une sorte de réécriture de l'histoire de Dracula de Bram Stoker. Et étant donné les droits d'auteur, l'histoire de Nosferatu est quelque peu différente et le nom des personnages a été modifié. Donc, dans Dracula, le comte Dracula, qui habite dans un pays lointain et mystérieux, fait appel à une agence notariale dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Et c'est Jonathan, qui est récemment fiancé à Mina, qui va partir à la rencontre du comte pour conclure le contrat. Lorsqu'il sera sur place, le comte va créer une connexion avec Mina, il va entreprendre de la séduire, ensuite il va voyager jusqu'en Europe, il va également changer de forme pour pouvoir mieux s'approprier Mina. Dans Nosferatu, nous nous trouvons cette fois-ci en Allemagne au début du 19e siècle et c'est le comte Orlok qui habite toujours dans un pays lointain et mystérieux qui va contacter une société notariale en Europe pour acheter une propriété et c'est Thomas qui s'est marié il y a peu à Helen qui va partir en Roumanie pour aller rencontrer le comte Orlok. Lorsqu'il sera sur place, le comte va commencer à posséder la jeune Helen. Ensuite, il va voyager jusqu'en Allemagne et il va demander à Helen de s'offrir à lui et ensuite de consommer ensemble leur union. Donc l'histoire est relativement semblable avec quelques modifications de temps en temps. Et le producteur a choisi d'apporter une perspective très différente au Nosferatu, au vampire, en le représentant davantage selon la vision de ce personnage dans le folklore. Et personnellement, je n'ai pas vraiment apprécié le film Dracula. J'ai de loin préféré le livre de Bram Stoker, mais malgré tout, il y a quelque chose qui a fait que je ne me sentais pas tout à fait conquise. Tandis qu'avec cette adaptation de Nosferatu, je retrouve tout à fait ma propre conception du mythe du vampire et la représentation également du vampire. Donc je trouve ce film très différent et je trouve qu'il apporte une perspective très différente, beaucoup plus en alignement avec le folklore et avec également ma propre conception du vampire. Alors, dans Dracula de Bram Stoker, on peut considérer d'une manière que le vampire symbolise ce paradoxe entre l'intimité, la peur de l'intimité et la peur de l'exploration sexuelle du jeune couple de Jonathan et Mina, et d'un autre côté, tout cet aspect très puritain de l'Angleterre victorienne et ce besoin de bien se comporter et de bien se présenter. Alors que dans Nosferatu, le réalisateur a vraiment choisi une perspective très différente et a représenté également le vampire d'une manière qui est tout à fait différente et je trouve particulièrement juste. Donc dans le folklore, qui évidemment est bien antécédent à la religion et aux religions, le vampire symbolise un esprit, dans son sens très chamanique. Il s'agit d'un esprit qui draine la force vitale des personnes à travers des maux, à travers des maladies et évidemment à travers la mort. Et le chaman avait pour rôle de chasser les esprits, ou bien les vampires, non pas de les tuer ou les détruire, mais de permettre à la personne de comprendre le rôle que
que cet esprit vient jouer dans sa vie, et ensuite de pouvoir soutenir un processus de guérison à travers des rituels et des prières. Et donc, la jeune fille dans Nosferatu, Helen, souffre de dépression, que l'on appelle à l'époque mélancolie. Et elle souffre de ce mal déjà depuis sa jeune enfance. Alors il s'agit d'un mal qui est incompris, qui est mystérieux, qui était à l'époque mal diagnostiqué, on parlait souvent d'hystérie, et qui était traité de manière assez abominable, avec des lobotomies et des drogues, des isolements dans des centres psychiatriques et d'autres traitements de ce genre. Et donc le vampire, Nosferatu, vient représenter certains aspects d'Helen, et j'ai eu envie de parler de deux aspects tout particulièrement. D'abord, Nosferatu représente le mal dont souffre Helen, cette mélancolie, cette dépression, et d'ailleurs à un moment Helen le dit, il est ma mélancolie. Et il représente donc cet aspect qui est tout à fait incompris, qui fait écho au mystère féminin. Donc dans le film, Thomas ne prend pas au sérieux les rêves que fait Helen. Et il l'encourage même à ne pas trop parler de ses rêves et si possible de même éviter de faire ses rêves. Et ensuite, le médecin qui va être appelé au chevet d'Helen se trouve tout à fait démuni, ne parvient pas à comprendre ce dont souffre Helen et non plus à pouvoir guérir ce mal. Donc Helen a une maladie qui est incomprise et elle se sent également incomprise. Et la réaction du médecin, tout comme celle de Thomas, c'est de vouloir faire disparaître ce mal et même de vouloir faire disparaître Helen, puisque ce qu'il préconise, c'est de resserrer de plus en plus le corset d'Helen et également de la droguer. Donc, d'une certaine manière, Nosferatu vient représenter, vient symboliser l'ombre d'Helen et sa maladie qui est mystérieuse, incomprise et qui évidemment effraie. Et ensuite, Helen nous explique aussi que elle a toujours eu une connexion avec les esprits. Et du fait qu'elle a été malade, qu'elle a souffert d'un mal incompris et qu'elle s'est sentie elle-même incomprise, elle a commencé à chercher du réconfort auprès des esprits, auprès de la spiritualité, on pourrait dire, et elle a établi cette connexion avec le Nosferatu, qu'elle a ensuite maintenue jusque dans son âge adulte, sans vraiment comprendre qui était cet esprit ou ce qu'il représentait. Et le médecin, Van Frans, va à un moment dire que Helen a la double vue et il va également expliquer qu'elle est possédée par un vampire et qu'à certains moments, elle n'est plus là. Donc, on comprend très clairement que Helen, à travers sa maladie et à travers également sa connexion avec les esprits, a un pied dans le monde physique, mais également un pied dans un autre monde, un monde de mystère, qui à l'époque est incompris, est souvent considéré comme des histoires et des choses qui n'existent pas, qui n'est pas pris au sérieux. Donc, le Nosferatu représente l'ombre d'Helen dans cet aspect également de sa connexion avec quelque chose de mystérieux, avec son don de double vue, et cet aspect qui dérange, qui effraie ou qui est considéré comme étant très mystérieux. Ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, dans cette adaptation de la part de Robert Eggers, c'est que le Nosferatu est à la fois l'ombre d'Helen et plusieurs aspects même de son ombre, mais il vient également faire écho à l'ombre de chacun des personnages qui sont impliqués dans l'histoire et qui entourent également Helen. Donc par exemple, le jeune mari, Thomas, est tout à fait confus et peut-être effrayé également par son mariage avec la jeune Helen,
qui doit encore être consommé et cette intimité. Et on peut s'imaginer que d'une certaine manière, il préfère s'enfuir à l'autre bout du monde plutôt que de confronter ses propres peurs et ses propres pulsions. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une scène sexuelle entre les deux personnages qui, je trouve, est particulièrement sauvage et qui montre tout ce paradoxe et cette difficulté à pouvoir s'y retrouver entre les pulsions d'un côté et ce besoin de correspondre à une certaine étiquette très prude de l'époque. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a été euh, très bien rendu dans le film. Alors Nosferatu est également, il vient également symboliser un aspect de l'ombre du médecin. Donc le premier médecin qui est appelé pour, euh, pour venir voir Helen. On peut imaginer qu'il peut développer du désir par rapport à cette jeune et belle femme qui est ici malade et qu'il ne peut évidemment pas se permettre de succomber à ses propres désirs et donc d'une certaine manière qu'il essaie de faire disparaître à la fois son désir et également l'objet de son désir en demandant de resserrer autant que possible le corset d'Hélène et en la droguant jusqu'à ce qu'elle devienne inconsciente. Donc on peut s'imaginer que d'une part, le Nosferatu vient représenter cet aspect chez le docteur. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que ce sont les personnes qui souffrent de handicap physique et mental qui sont généralement les premières victimes d'abus sexuels. Ensuite, le médecin est également un jeune médecin et la médecine est une jeune science qui est encore à ses débuts et qui tente de s'imposer et de s'opposer à la religion comme étant ce qui permet de prouver, ce qui permet d'expliquer, ce qui s'appuie sur la raison et qui évidemment tente de réprimer ce qui ne s'explique pas ou ce qui n'est pas ce qui ne peut pas être prouvé comme quelque chose qui n'existe pas. Donc le médecin se trouve ici face à sa propre impuissance finalement à pouvoir comprendre et ensuite traiter Helen. Et donc là aussi on peut imaginer que le Nosferatu vient faire écho à son ombre de ce côté. Mais il se reprend à un moment, il a un regain de clarté et il va décider de reconnaître son impuissance et de faire appel à son mentor pour venir prendre le relais. Donc c'est le docteur Von Franz qui va s'occuper de Helen. Donc il reconnaît à un moment son impuissance, il confronte à un moment son ombre. Alors le docteur Von Franz est un personnage très intéressant lui aussi parce que il a été raillé, il a été exclu de la communauté des médecins pour son approche peu orthodoxe, pour son intérêt pour tout ce qui est occulte. Et paradoxalement, c'est par contre la seule personne qui puisse comprendre ce dont souffre Helen et qui puisse également commencer à proposer des pistes pour permettre une guérison, non seulement pour Helen, mais également pour les personnes qui l'entourent et qui sont aussi touchées et affectées par le vampire. Donc c'est assez intéressant ce côté paradoxal du médecin tombé en disgrâce qui pourtant est le seul à pouvoir ici aider Helen. Et à certains moments dans le film, il y a certains plans qui ont été qui ont été réalisés avec beaucoup d'intention, je trouve, sur une étoile à 7 branches, qui symbolise le côté spirituel, le côté ésotérique et occulte, et qui nous montre l'importance de nous intéresser à la spiritualité, de laisser une place à ce qui est occulte, à ce qui ne s'explique pas, à ce qui ne peut pas être prouvé, si nous voulons pouvoir vivre les expériences et faire face aussi à certaines expériences qui échappent à notre contrôle et à la raison. Donc, magnifique rôle ici du docteur Von Franz dans Nosferatu. Alors, il y a un autre personnage
qui lui aussi va se trouver confronté à son ombre à travers Nosferatu et à travers le lien entre Nosferatu et Ellen, c'est Frederick, qui est le mari de la meilleure amie d'Ellen. Alors lui va être complètement bouleversé et très clairement dérangé par Ellen et sa maladie, par le fait qu'il ne contrôle pas cette maladie, que cette maladie ne peut pas être contrôlée, mais aussi par le fait qu'il ne parvient pas à contrôler son épouse, qui s'attache de plus en plus à Ellen. Et à travers ce besoin de contrôle, eh bien, on peut comprendre que d'une certaine manière, il a également peur de ce que représente Ellen, de sa maladie, de sa mort possible et du fait qu'elle pourrait venir contaminer sa propre famille. Et je trouve que ce qui a été absolument magnifiquement fait dans ce film, c'est cette illustration du fait que lorsque nous réprimons nos peurs et nos doutes et nos craintes, eh bien généralement elles vont se présenter à nous d'autant plus puissamment et Frédéric va se trouver confronté à la mort, à la perte de toute sa famille. Donc voilà, ce film est vraiment excellent à de très nombreux niveaux. Je trouve que cette adaptation de la part de Robert Eggers est extraordinaire et certainement une des plus justes, propose une des plus justes représentations du vampire. Ce monstre sur lequel nous projetons nos peurs et nos doutes et nos craintes et nos impuissances et notre besoin de contrôle et notre besoin de blâmer des personnes ou des situations par rapport à ce que nous pouvons vivre et qui est difficile. Et dans le film, le Nosferatu est représenté comme un être qui est très vieux. Il est tellement vieux qu'il n'est plus vivant, il n'est plus non plus humain, et il n'est plus vivant, mais il n'est pas mort non plus. Donc à nouveau, il y a ici cette allusion à ce côté spirituel, ce côté occulte, l'aspect physique, mais également l'aspect métaphysique. Et il est également monstrueux, évidemment, et il a un air un peu malade, ce qui nous permet de comprendre que ce Nosferatu, ce vampire, est une créature très ancienne, tellement ancienne qu'elle est en fait ancestrale, et qu'elle continue de vivre et de se morpher à travers les générations, et qu'elle représente, encore une fois, nos ombres. Et ensuite, vers la fin du film, le Nosferatu vient rejoindre Ellen et il lui dit qu'elle a 3 jours pour s'offrir à lui et pour ensuite consumer ensemble leur union. Et Ellen comprend très rapidement et très clairement qu'elle est la seule à pouvoir, à devoir et à pouvoir également confronter le Nosferatu et mettre fin à cette maladie et ce vampire qui vient terroriser Ellen, mais également les personnes de son entourage. Elle comprend très rapidement qu'il y a un lien très particulier entre elle et le Nosferatu et que c'est à elle de faire effectivement ce choix, de se confronter et de s'abandonner totalement à lui pour pouvoir se sauver d'une part et également sauver les autres personnes d'autre part. Il y a cette référence à un moment aux prêtresses d'Isis qui je trouve est très bien placée également. Donc le Nosferatu pour moi vient vraiment représenter notre ombre et l'importance de travailler sur nos ombres, de travailler à apprendre à connaître et ensuite pouvoir faire la paix et pouvoir réintégrer également nos ombres, sans quoi elles risquent de devenir de plus en plus présentes et de se présenter à nous sous des traits particulièrement effrayants. Ce qui m'a légèrement déçue, c'est dans la fin, cet aspect très judéo-chrétien qui a été entremêlé à ce mythe du vampire, puisque nous retrouvons ici cette même idée que l'on retrouve très souvent de cet horrible monstre vampirique et évidemment
quelque peu diabolique, qui s'en prend à un jeune être, une jeune créature innocente. Et il y a bien entendu des aspects de débauche sexuelle qui sont impliqués. Donc voilà, j'étais un peu déçue par cet aspect, mais en même temps je comprends parce que nous nous trouvons dans l'Europe du 19e siècle et c'est certainement quelque chose qui est encore très présent dans les mentalités, cet aspect voilà, du monstre qui s'en prend à des êtres innocents et l'injustice que cela vient soulever, encore une fois à travers des mots, à travers des maladies, à travers la mort. Et donc je comprends tout à fait la manière dont le réalisateur a choisi de représenter cette union de Helen avec son ombre. Maintenant, dans un sens plus ancien, Helen a besoin de confronter son ombre et de pouvoir réintégrer ses parts d'ombre, ce qui n'implique évidemment aucun acte sexuel, quel qu'il soit. Mais voilà, encore une fois, je comprends tout à fait la raison pour laquelle la fin est allée dans cette direction. Et je pense que pour résumer et synthétiser maintenant, ce film est extrêmement intéressant à de nombreux points de vue et il nous montre également, surtout dans notre société actuelle, qui est basée sur la recherche de performance et l'accumulation de richesses et les distractions et la médecine également et ce côté très rationnel que la médecine vient apporter qui laisse souvent à croire que nous pouvons contrôler la vie et que la maladie, la mort, ça n'arrive qu'aux autres et que ça arrivera de toute façon nécessairement très tard, le plus tard possible. Donc dans ce contexte, eh bien, nos ombres ont tendance à se renforcer davantage et, et vont nécessairement devenir de plus en plus effrayants. Donc ce film nous montre l'importance de maintenir un certain équilibre entre les aspects rationnels, mais également tenir compte de ces aspects plus mystérieux et de voilà, nous rappeler ce clin d'œil à l'étoile, à cette branche, symbole de spiritualité, d'alchimie, pour pouvoir nous rappeler de ralentir et explorer notre monde intérieur, explorer nos peurs, confronter nos peurs, nos impuissances, certaines émotions comme la honte et comme le besoin d'être normal ou d'être accepté. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme vous le voyez, j'ai vraiment adoré ce film et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, si vous avez également fait certains parallèles par rapport à cette nouvelle adaptation originale et superbement bien réalisée, je pense, par Robert Eggers. Et n'hésitez pas à me dire non plus n'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo vous donne envie d'aller voir le film. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.